En manchette ce soir, une trentenaire perd la vie dans un accident de la route. Elle aurait perdu le contrôle dans une courbe sur la 113. La grève générale illimitée est toujours dans la mire du Front commun. François Legault n'arrête pas de nous répéter que l'éducation est sa priorité. Ben, qu'il le démontre! Et SNTER demande de l'aide de la population pour l'avenir des tranchées toutes. On veut qu'il y ait des citoyens autour de la table, on ne veut pas être seul à décider. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. La route a malheureusement fait une autre victime ce matin vers 10h30 à SNTER. Une conductrice de 38 ans, résidente de Mitsassini, a succombé à ses blessures après une collision ce matin au kilomètre 80 de la route 113 près du lac d'Espinacy. Sa voiture qui circulait en direction de Val d'Or a dévié de sa voie après une perte de contrôle sur la chaussée glissante. Un camion lourd qui s'en venait en sens inverse n'a pu l'éviter. Les pompiers et leurs pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper la victime de la camionnette accidentée. Et toujours dans les faits divers, un incendie a occupé le service d'incendie de la municipalité de SNTER ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec mercredi soir. Vers 17h20, un brasier se serait déclaré dans un garage de la 4e rue Ouest. L'incendie aurait toutefois été maîtrisé en début de nuit vers 23h et selon la Sûreté du Québec, aucun élément ne leur fait croire que l'événement en serait un criminel. Et c'est la dernière journée de grève cette semaine pour le Front commun syndical. Une importante marche a d'ailleurs eu lieu plus tôt cet avant-midi à Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, Alexandre, actuellement, vous êtes avec la FIC CISAT. Absolument, Mélissa, je me trouve devant le CISAT à Rouyn-Noranda. Ici, vous pouvez voir, là, c'est la FIC qui manifeste présentement. Ils vont être là toute la nuit. Mais d'abord, ce matin, ici, au même endroit, c'était le Front commun qui y était. Il y avait plus de 700 personnes qui sont parties d'ici et qui ont pris une marche le long de la rue principale à Rouyn-Noranda jusqu'au bureau de Daniel Bernard, le député de la CAQ. Il voulait se faire entendre. Le Front commun s'est finalement fait entendre parce que ce matin, le premier ministre François Legault, en entrevue, il a déclaré qu'en échange de flexibilité sur le plan des conditions de travail, le gouvernement se dit prêt à bonifier l'offre salariale. Je vous laisse écouter les commentaires de la CSN et de la SEJAT. Que pendant ce temps-là, ce gouvernement-là donne des chèques à tout va, subventionne des équipes de hockey millionnaires, qui décident de faire des grands projets. Mais nous, on en a un grand projet et ça s'appelle la société québécoise. Ça s'appelle les santé, ça s'appelle les services sociaux, ça s'appelle l'éducation. François Legault n'arrête pas de nous répéter que l'éducation est sa priorité. Ben, qu'il le démontre. Ça suffit, les belles paroles. Il est temps de passer de la parole aux actes. Dire que si ça se passe pas à notre satisfaction, après les 3 jours, on sera prêt puis on exercera notre grève générale illimitée pour obtenir gain de cause parce que nos gens, ils sont trinqués puis vont aller jusqu'au bout pour obtenir des conditions de travail à la hauteur du service là, que la population mérite. Et Alexandre, après 3 jours de grève, est-ce qu'on peut espérer un dénouement aux négociations bientôt pour le Front commun? Bien, écoutez, demain, le retour au travail des employés du Front commun, ça, c'est assuré. Mais pour le reste, rien n'est sûr encore. C'est vraiment la grève générale illimitée qui est dans la mire des grévistes. Pour ce qui est de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, bien, comme je vous l'ai dit, là, ils vont être ici 24 heures. Ils sont ici jour et nuit, comme les infirmières à l'intérieur des bâtiments. Et d'ailleurs, on a appris mercredi que le salaire d'entrée des infirmières au Québec est 40 % moins élevé que celui de l'Ontario. Selon le président régional de la FIC, Jean-Sébastien Biais, les négociations présentement avec le gouvernement, elles sont au neutre. C'est sûr que ça bouge très peu, donc d'un point de vue, ça peut être décourageant, mais d'un autre côté, on sait qu'on le mérite. Les gens ne vont pas bouger de leur position, c'est-à-dire que nos professionnels en soins trouvent qu'elles en donnent déjà énormément au gouvernement et que lui doit faire sa part des choses. C'est sûr que c'est ressenti en ce moment. C'est un peu le chaos à l'intérieur parce que veut pas, la majorité des gens sont à l'extérieur. Les soins essentiels sont donnés, mais le moyen ultime qui est la grève, c'est pas un moyen qu'on fait par plaisir, c'est un moyen parce qu'on n'a pas le choix et qu'on veut que les choses changent. Alors, ce sera certainement un dossier à suivre dans les prochains jours. On va regarder ça de proche. Effectivement. Merci, Alexandre. Parlons santé alors que plusieurs urgences de la région de Montréal et de Québec affichent en ce moment des taux d'occupation en moyenne de 150 % en raison des nombreux virus respirateurs qui circulent. Eh bien, l'Abitibi-Témiscamingue s'en sort quant à elle plutôt bien.
Le temps d'attente dans la région est considéré comme normal avec le site Index Santé, avec une occupation moyenne de 73%. Et c'est à l'hôpital de Rouyn-Noranda où les délais d'attente avant de voir un médecin sont les plus élevés de plus de 8 heures, selon les données affichées avant le bulletin. À l'inverse, l'hôpital de la Sarre enregistre le temps d'attente le plus bas, avec un peu plus d'1 heure. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que le temps d'attente dans les urgences de la région est acceptable? Vous avez répondu non à 72%. On se rappelle que plus tôt cet été, durant les feux de forêt qu'on a connus, la décision d'installer des tranchées coupe-feu a vivement été critiquée par les résidents de la ville de Sainte-Terre. Mais à présent, la municipalité souhaite réaménager les tranchées avec la collaboration de ses citoyens, Kémilia La Liberté. Plus tôt au mois de novembre, la ville de Sainte-Terre a interrogé ses citoyens sur l'avenir des tranchées coupe-feu qui ont été creusées en juin dernier. Les citoyens ont tenu à exprimer leurs idées de projet pour réaménager ces tranchées. Construction de jardins communautaires, pistes de vélo de montagne, sentiers d'interprétation, voilà quelques idées qui sont ressorties de la dernière réunion citoyenne. Pour la mairesse de la ville de Sainte-Terre, il était important de d'abord consulter les citoyens, comme certaines tranchées se trouvent à même leur cours. On a fait notre deuxième soirée de consultation le 7 novembre pour aller voir est-ce qu'il y a encore des craintes, des préoccupations des citoyens. Est-ce qu'ils ont mijoté un peu plus d'idées sur ce qu'ils aimeraient voir dans les coupes-feux. On a fait du travail aussi pour aller chercher les différents programmes qui pouvaient s'associer à des projets qu'on avait déjà en tête. Durant cette même rencontre, un comité consultatif composé de 10 citoyens a aussi été créé. On veut qu'il y ait des citoyens autour de la table. On ne veut pas être seul à décider. Donc, on veut avoir des citoyens qui vont nous apporter des idées. C'est sûr qu'ils ne seront pas les décisionnels finaux parce que s'ils arrivent avec des idées farfelues, qu'on n'a pas le budget pour le faire. Fait que ça, ils savent un peu. Là, on veut qu'ils soient consultatifs, on veut qu'ils apportent leurs idées. Des tranchées pour limiter les ravages des feux de forêt avaient aussi été construites à Lebel-sur-Quévillon plus tôt cet été. Pour le moment, de ce côté, les projets de réaménagement sont mis sur glace. Présentement, nos tranchées, on a malheureusement ou heureusement, on n'y a pas encore touché. On attend des directives un peu, je pourrais dire encore de la SOPFEU. Nous avons une réunion prévue vendredi, le 1er décembre. Parce que la qualité de nos tranchées chez nous, ça ne nuit pas à la visibilité de tous les résidents. Les tranchées sont faites vraiment plus d'une partie boisée. Malgré la volonté de donner une deuxième vie aux tranchées, pour les villes de Sainte-Terre et de Lebel-sur-Quévillon, il est primordial de les entretenir pour qu'elles puissent conserver leur fonction première, celle de protéger le territoire des feux de forêt. Kémilia La Liberté pour RNC Nouvelles. Le Théâtre des Esquerres d'Amos s'associe à l'entreprise Onibi, mais aussi à IGA, pour un concours qui vise à mousser l'intérêt du public pour sa programmation des prochains mois. Un premier partenariat du genre pour ces organismes. Yoann Carrière a les détails. À l'aube du temps des fêtes et en cette journée d'ouverture de sa billetterie pour le printemps prochain, le Théâtre des Esquerres lance un concours en partenariat avec Onibi. 20 cartes cadeaux accompagnées de canettes spéciales seront disponibles dans les caisses des produits Onibi qui se trouvent dans les 2 IGA d'Amos. Une manière pour le théâtre de faire parler de lui tout en moussant l'intérêt pour les entreprises de la région. Exemple, vous achetez une caisse d'Onibi, vous apportez votre partie de Noël de bureau, la canette elle sort, bien là, il y a peut-être 20-30 personnes qui vont parler du Théâtre des Esquerres, donc on a une incrustation directement dans les ménages, dans les parties, puis dans... Fait qu'on va faire parler du Théâtre des Esquerres pour que l'image de marque survit. C'est la première fois qu'Onibi se lance dans un partenariat du genre. Malgré les défis qu'elle représente, il s'agit d'une expérience que l'entreprise est ouverte à répéter à l'avenir. Ça va de la création de la canette à organiser le concours, à emboîter, à choisir les saveurs, à mettre ça dans une boîte, à amener ça ici. Il y a quand même beaucoup de travail qui est fait. On a vraiment hâte de voir comment ça va se passer, ce concours-là. Autant pour nous, mais autant aussi pour la coop, puis autant aussi pour le Théâtre des Esquerres. Pour le maire d'Amos, Sébastien Dastou, c'est une fierté de voir différents organismes de sa région s'allier de la sorte. Il se réjouit surtout de la vitesse à laquelle les différents partenaires ont embarqué dans le projet.
Très content de voir la créativité de notre monde pour mousser le Théâtre des Escars. Puis en même temps, c'est d'encourager les gens là, à utiliser notre vie culturelle qui a une super belle offre. Puis aussi, en même temps, on a lancé notre programmation du théâtre pour la prochaine saison. Alors, vraiment... M. Dastou affirme que la vie culturelle d'Amos se porte bien, mais que ce type de partenariat peut aider à la faire découvrir encore plus. On a beaucoup de nouveaux arrivants, ça bouge beaucoup. On veut faire découvrir nos infrastructures. On a un super théâtre qui est très bien géré. Des fois, ça prend juste une petite carte cadeau là, pour dire « Ah, crime, je vais recommencer à vivre la vie culturelle puis je vais profiter des infrastructures. » Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Amos. On va parler de routes maintenant, puisque la moitié d'entre elles relevant du ministère des Transports sont en mauvais état au Québec. C'est du moins ce que dénonce la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. Toutefois, son rapport, qui a été dévoilé ce matin, indique que c'est en Abitibi-Témiscamingue qu'on retrouve la pire situation. Yvon Moreau. En d'autres mots, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un au MTQ qui va se réveiller? Dans ce cas-ci, le ministère des Transports a adhéré à toutes nos recommandations. Ensuite, le ministère va préparer un plan d'action qui va être remis à la Commission d'administration publique. Et nous allons faire sur une base relativement régulière, après 18 mois et après 3 ans, une évaluation du suivi des recommandations qui sont faites. Alors, à chaque année, on présente à l'Assemblée nationale un rapport qui démontre le suivi de nos recommandations et très souvent, les correctifs sont apportés. Parfait. Parce que un mauvais état des routes, que ce soit à Montréal, à Mistassini ou en Abitibi, ça a des conséquences. Et l'une d'elles, malheureusement, c'est des pertes de vie. On en a trop de pertes de vie sur nos routes au Québec. Et souvent, l'état des routes, il est pour quelque chose. Faut dire que le ministère des Transports fait une évaluation de tout son territoire sur une période de 2 ans. Et si une route est dangereuse, il va apporter des correctifs palliatifs, donc des correctifs temporaires. Alors, je veux rassurer la population qu'on n'a pas eu d'identification comme de quoi qu'il y avait des routes qui avaient été dangereuses et qui n'avaient pas été corrigées, mais le ministère est très au fait de la situation de ces routes. L'enjeu, c'est qu'il n'investit pas les sommes qui sont nécessaires pour s'assurer de la pérennité de ces routes. Ouais, mais il y a le bruit des véhicules, il y a un paquet de conséquences qui ne sont pas agréables pour personne. Et en tout cas, vous êtes là pour, vous l'avez rappelé au MTQ, donc ils prennent un engagement, ils s'engagent envers vous, ce qui est bien, ça prouve le sérieux, l'importance de votre travail et de votre professionnalisme, puisque vous êtes là avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout ça. Et on vous en remercie beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Dans le secteur minier, Kenorland Minerals attend dans les prochaines semaines certaines permissions avant de procéder à la prochaine phase du programme d'exploration minière en Abitibi-Ouest, un projet qui risque d'impacter 4 municipalités dans les années à venir. Les détails avec Kimberly Hall. Dès l'obtention de tous les permis nécessaires, Kenorland Minerals planifie de communiquer avec les maires des municipalités de Roquemaure, Galichan, Rapide-Danseur, Sainte-Germaine-Boulay ainsi que les propriétaires de terrains concernés pour leur expliquer les prochaines étapes du projet Hunter. C'est ce que confirme Alex Gaillardeau, directeur du développement durable de la minière. Le but est d'analyser les sols pour savoir si de l'or ou d'autres minéraux peuvent être exploités. C'est un projet d'exploration qui a commencé en 2020, fait que c'est vraiment tout récent. Puis on est vraiment à l'étape régionale, d'exploration régionale. Pourquoi est-ce que Roquemaure, c'est intéressant? C'est qu'il y a plusieurs raisons là, géologiques puis techniques. On ne va pas se le cacher, en Abitibi, le potentiel de minerais est quand même assez favorable. Si tout se déroule comme prévu, des travaux de forage sont prévus dans les prochains mois. À Roquemaure, le maire Mathieu Guillemette n'est pas entièrement en faveur de ce projet, étant donné que ce sont des terres agricoles. Nous, on a envoyé une résolution au printemps dernier, là, où est-ce qu'on disait finalement à Kenorland qu'on n'était pas favorable à des travaux d'exploration minière, qu'on voulait s'arrimer au niveau de la CPTAQ, là, que l'utilisation des terres demeure agricole, mais on n'a pas eu beaucoup de nouvelles depuis. C'est tout le contraire à Galichan. Le maire Serge Marquis n'y voit aucun inconvénient.
Si on parle de sondage, on a encore comme, je dirais, une vingtaine d'années avant qu'un projet puisse se concrétiser si jamais il y a une prospection. Fait que nous, dans notre optique à la municipalité, on dit faites les sondages. Et puis, si jamais il y a quelque chose de vraiment intéressant, bien à ce moment-là, on aura le temps de faire de la planification pour s'assurer d'un projet qui soit viable. Alex Gaillardeau souhaite rassurer la population en rappelant que les travaux n'auront pas lieu si les propriétaires de terrain ne sont pas consentants. Si le propriétaire ne veut pas, ben on va juste pas aller chez lui. C'est aussi simple que ça. On est comme à des années de s'il y avait même potentiellement une mine. On ne sait même pas encore s'il y a du minerai, s'il y a un gisement. Kimberly Hall. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Un nouveau festival s'amène à la Cité de l'Or de Val-d'Or et il s'appelle la Cité Polaire. Et ça se déroule en mars prochain. On vous explique tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est dans un magnifique décor inspiré de la Rome antique que 500 invités ont participé à la 43e édition du prestigieux gala des extras de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda pour célébrer les succès de la communauté d'affaires. Lors de la cérémonie de remise de prix qui s'est déroulée le samedi 18 novembre, plusieurs entreprises, organismes et personnalités se sont vus décerner l'un des 26 prix tant convoités. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, l'ambiance sera à la fête avec la Cité Polaire qui a dévoilé sa programmation. Oui, et ça va nous donner une raison de plus de sortir dehors pour profiter des festivités. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent des nuits polaires. Eh bien, on a voulu reprendre l'événement sous une forme différente. Ça va se dérouler à la Cité de l'Art de Val-d'Or le 1er et le 2 mars prochain. On vous réserve une programmation qui va savoir vous réchauffer malgré le petit temps froid. Entre autres, on a le groupe Valère qui seront de retour également. Code Kidam, Ping Pong Go, ainsi que DJ Mamilou. Vous pouvez avoir toutes les informations sur la page Facebook Culture VD. Les passeports sont en vente depuis hier et ils sont en vente en quantité limitée. Noël s'en vient, hein, puis souvent, là, on ne sait plus quoi faire, quoi acheter pour les gens autour de nous. Si vous avez des amateurs de musique et d'événementiel, profitez-en. Les passeports vont être en vente jusqu'au 31 décembre et les billets individuels par soirée seront disponibles au 5 janvier. Et là, après le 31 décembre, il n'y en a plus de passeports. C'est terminé. Donc, on privilégie là, un moment précis avec 100 passeports maximum. C'est une offre de lancement, en fait, et c'est de cette façon-là que ça va fonctionner. Donc, passeport 2 soirs, ça vous garantit votre place dans les lieux parce que c'est pas on n'a pas 2000 places, là. C'est vraiment un lieu qui est assez restreint. Donc, on privilégie l'expérience de l'événement. Là. Et Stéphanie, le spectacle Pianoman 2, version du temps des fêtes, continue de mettre l'ambiance dans les salles de spectacle de la région. Oui, après avoir vendu plus de 75 000 billets pour son spectacle Pianoman 2, Christian-Marc Gendron est de retour. Ce soir, ça va se dérouler à la Sarre, à la salle de spectacle des Jardins. Demain, du côté du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Puis ça va vraiment être le moment parfait pour pouvoir découvrir cet artiste-là de renommée internationale. Écoutez, il a travaillé aux côtés de grands noms de la chanson, qu'on pense à Luc Plamondon, Shania Twain, Ginette Renault et j'en passe. Il sera accompagné de 7 musiciens ainsi que de Manon Séguin. On vous promet une soirée des plus festives. Venez, ça va vous faire du bien. Moi, j'ai beaucoup de chaleur humaine à vous donner. Il y a beaucoup d'humour dans le spectacle. Je fais des imitations. Les gens rient beaucoup, beaucoup. C'est mon fil conducteur, l'humour. Alors oui, à travers des grands numéros de variétés musicaux puis tout ça, mais mon fil conducteur, c'est l'humour. J'ai beaucoup d'autodérision. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui sortent du spectacle, disent « Mon Dieu, que vous nous avez fait du bien. Mon Dieu, que c'est fait un show famille, un show rempli de chaleur humaine. » Ça, je me le fais dire tout le temps. Puis je le sais parce que ça fait tellement d'années que j'ai la même équipe
qu'on est tellement fiers de jouer ensemble. On est dans la gratitude, puis les gens reçoivent ça. C'est vraiment un show pour se faire du bien, puis c'est un show de famille. Puis pendant le temps des fêtes, on a besoin de se faire du bien. Puis on a besoin de la famille. Hein. On retourne aux sources. Là. On a besoin de se ressourcer puis de se rassembler. Et pour terminer, ça a été confirmé concernant la 43e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. On connaît maintenant les dates. Hein? Prenez un papier et un crayon. 26 au 31 octobre prochain. On a déjà les équipes permanentes qui sont en place. On a très, très hâte de vous y recevoir. Ça, c'est vrai. Merci, Stéphanie. Des défaites font reculer les Huskies de Rouyn-Noranda dans le top 10 des meilleures équipes de la Ligue canadienne du hockey. On vous dévoile leur classement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda reculent dans le top 10 des meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey. C'est ce qu'on peut voir dans la 8e semaine d'édition du classement de la LCH. La Meute passe maintenant de la 4e à la 7e place, juste derrière les Blades de Saskatoon. Par contre, ils occupent toujours la première place de la Conférence de l'Ouest et la 3e place du classement général de la LHMQ. Du côté des Foreurs de Val-d'Or, eh bien, ils débutent leur voyage dans les Maritimes sur une bien mauvaise note et se sont inclinés 4-2 contre l'Océanique de Rimouski hier soir au Colisée financière Sun Life. Et les seuls buts du Vert et Or ont été inscrits respectivement à 15 minutes 10 secondes de la deuxième période et à 17 minutes 21 secondes de la troisième période par Connor Massey et Nathan Barry. Le prochain match des Foreurs est ce vendredi à 18h alors qu'ils seront à Acadie Bathurst pour y affronter le Titan. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, on pourra enfin profiter du soleil demain. Oui, ça va être le moment d'en profiter avant l'arrivée de la neige prévue pour ce week-end. Écoutez, en ce qui a trait ce soir et cette nuit, on a la neige qui devrait cesser pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue avec moins 20 degrés au nord, moins 18 au sud. Demain, pour l'ensemble des secteurs, alternance de soleil et de nuages avec moins 12 degrés. Et un aperçu pour après-demain, on a des nuages max de 0 pour l'Abitibi et alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue avec un maximum de plus 1. Donc, on peut prendre une petite pause de déneigement. Je pense que ça va nous faire du bien, Mélissa. Fanny? Et je termine avec la ville d'Amos qui a un partenariat avec le refuge Le Cœur sur 4 pattes pour améliorer la gestion animalière sur son territoire dès aujourd'hui. Sur ce, faites attention sur les routes avec les conditions routières. Bonne soirée et à demain.